Ne monte pas ton PC Sim Racing comme un PC gamer. Disclaimer, mon expertise elle est dans le Sim Racing. Elle n'est pas sur Valorant, elle n'est pas sur League of Legends ou sur d'autres jeux. Donc il se peut que certains tips que je vais te partager ne s'appliquent pas à d'autres de tes jeux préférés. Mon but, te présenter les 7 erreurs à éviter lorsque tu constitues ton PC Sim Racing, tiré de mes galères, mes propres expériences et surtout avec des applicatifs en fonction de tes simulations préférées. Erreur numéro 1, croire que la carte graphique fait tout. La carte graphique, en fait, ou GPU, c'est limité pour le coup au calcul de votre image selon votre résolution et ça va plus ou moins caper vos FPS. Mais ce qui importe vraiment, ça va dépendre de la résolution, donc selon la taille de votre écran, selon si vous avez un ultra wide ou pas, selon si vous êtes sur du 1080p, du 1440p par exemple. Mais c'est une combinaison avec votre processeur, car en Sim Racing, le processeur prend beaucoup en termes de calcul parce que c'est lui qui gère tous les calculs de la physique, des IA et surtout du trafic des autres voitures qui vont être autour de vous et notamment en endurance parce que lorsque vous êtes en multiclasse en endurance, vous allez avoir beaucoup de voitures autour de vous, de votre propre classe, mais aussi d'autres classes. On a des lobbies où vous allez pouvoir avoir 60 voitures sur le circuit. Mais vous n'allez pas pouvoir faire apparaître ces 60 voitures. C'est votre processeur qui va calculer tout ça et pas votre carte graphique. Donc que les voitures soient finalement des opposants jolis ou pas, ça dépend pas de votre GPU, mais plutôt de votre CPU. Il faut donc trouver une bonne balance et pas négliger votre processeur et avoir une carte graphique de malade. Ça sert à rien, il faut avoir la bonne combinaison entre les deux pour pouvoir éviter le fait de limiter vos FPS. Parce que si vous avez un trop petit processeur, même si vous avez une super carte graphique, la super carte graphique va très bien gérer votre résolution, sauf qu'après en termes de FPS, vu qu'il ne va pas pouvoir calculer les véhicules autour, la physique, etc., vous allez être extrêmement bridé par votre processeur. Si vous n'êtes pas sur écran et que vous voulez vous mettre plutôt à la VR, alors là c'est plutôt la carte graphique qui prend quand même tarif. Les mêmes choses s'appliquent pour l'environnement autour de vous et les véhicules autour de vous. Et la VR, on va être honnête, oubliez un PC qui va être en dessous de 1300, 1400 euros, plutôt sur des tarifs intermédiaires. Sinon, vous allez vraiment être juste parce que la résolution par lentille peut être importante. Donc, ça va être gourmand au niveau de la carte graphique et ça va vous demander forcément quand même un minimum de processeur aussi pour tous les calculs qui vont être liés à la simulation que vous jouez. En conclusion sur cette erreur, oui, la carte graphique c'est important, mais le CPU est tout aussi critique. Je vous prends mon propre exemple. Derrière sur le Simula, j'ai une 3080 Ti en carte graphique, ce qui était très bien pour l'époque il y a quelques années. Mais j'ai surtout un bon processeur qui me permet de faire tourner les 4 écrans lorsque je stream et le reste. Sinon, j'aurais des problèmes de fluidité. Erreur numéro 2, on reste toujours sur cette question de la résolution et des FPS, c'est justement confondre les deux. Il y a deux écoles ici qui peuvent poser débat, je l'ai vu d'ailleurs sur la dernière vidéo où je partageais sur LMU certains tips utiliser des pros. Il va y avoir une école entre réalisme, immersion et performance, côté un peu plus e-sport. Mon but c'est pas de vous dire ce qui est bien ou de ce qui est pas bien, c'est de vous partager qu'est-ce qu'il se fait et après vous êtes assez grand, vous choisirez ce que vous préférez. Première école, plutôt côté e-sport, côté performance, vous allez privilégier à fond les FPS plutôt que la résolution. Objectif, avoir la voiture la plus rapide possible. Tips qui étaient utilisés, je vais vous prendre l'exemple du rallye, notamment côté e-sport. À l'époque sur les jeux officiels de WRC et ça marchait aussi sur F1. Le tips était le suivant, si vous diminuez votre résolution, vous allez aussi charger moins de texture. Qui dit moins de texture, moins de boss sur le circuit, un vibreur peut-être un peu moins prononcé que ce qu'il le serait en maximum de résolution, un ajustement finalement des calculs physiques pour privilégier les FPS, et à ce moment-là, il y a peut-être des vibreurs ou des boss que vous ne prendriez pas en full résolution, que vous allez pouvoir prendre en basse résolution avec un ajustement qui va bien des FPS. Donc là, c'est une première école que vous pouvez utiliser sur un pan purement performance. Avoir le meilleur processeur ou la meilleure carte graphique, c'est pas forcément ce qui va vous apporter de la performance pure. Par contre, si vous cherchez le réalisme et l'immersion, là vous allez plutôt chercher à privilégier la bonne définition de votre image sans non plus trop tronquer les FPS qui là deviennent un petit peu plus secondaires. Mais attention, on est sur des jeux de voiture, il y a quand même une notion de vitesse, surtout
surtout si vous allez après derrière en monoplace ou en hypercar, enfin sur des voitures qui vont vraiment très vite, il va falloir pouvoir projeter votre regard. Donc mon conseil, c'est quand même de tourner un minimum à 60 fps, voire même plutôt à 80. Avec ça, vous serez sûr d'être à l'aise. Je vais même aller un petit peu plus loin. La différence sur l'affichage entre 240 Hz ou 144 Hz. Derrière moi, j'ai 3 écrans en 244 Hz pour 95% des gens. Dès que vous êtes sur le 144, vous n'allez pas voir la différence entre un 144 et un 244 Hz. On n'est pas sur CSGO où vous avez besoin du moindre pixel de souris qui soit le plus optimisé possible. Sur les jeux de voiture, vous êtes suffisamment installé et un 144, vous serez franchement très bien. Vous pouvez économiser sur la puissance de calcul du coup par rapport à la dalle de votre écran. Vous n'avez pas foncièrement besoin de plus. C'est un confort et un plus supplémentaire, mais c'est pas un essentiel. Et attention, je le rappelle, tiré de l'erreur précédente, c'est bien que votre CG soit bonne et que vos FPS suivent, mais vos FPS ne peuvent suivre que si vous avez aussi le CPU qui suive. Sur la majorité des simulations, vous allez pouvoir régler le nombre de voitures lorsque vous êtes en peloton que vous pouvez voir autour de vous. Et si par exemple, eh bien, vous êtes limité par votre CPU, que vous ne pouvez voir, admettons que 6 à 8 voitures autour de vous, si vous êtes en multiclasse encore une fois, qu'il y a 40 bagnoles, il se passe un carton 10 voitures plus loin que vous n'allez pas le voir et vous allez arriver sur l'incident finalement, le fait accompli, et vous pouvez pas l'anticiper. Pensez encore une fois à cette balance et ensuite à choisir votre école entre plutôt typé FPS ou plutôt typé réalisme et immersion. Selon votre budget, parfois vous n'aurez pas à choisir, mais quand vous débutez et que vous devez faire des arbitrages, voilà ce à quoi il est essentiel de penser avant de faire votre PC. Le dernier point pour conclure sur les erreurs plutôt typées résolution affichage, pensez à regarder les spécifications minimum et maximum des simulations. Elles sont toujours fournies quand vous achetez les jeux. Pensez à anticiper ça. Les jeux de sim racing sont pas forcément toujours les plus gourmands. Je vous prends l'exemple, alors ça date d'il y a maintenant je pense 7 à 8 ans, mais iRacing, j'avais un joueur à la Race Clutch à l'époque qui se reconnaîtra, Guillaume, qui faisait tourner iRacing sur une tablette Surface. La tablette Surface sur laquelle il pouvait brancher un volant et sur laquelle il déportait un câble HDMI pour aller sur un écran plus grand que celui de la tablette, et iRacing fonctionnait nickel. Alors oui, il avait absolument tout en lot, mais ça fonctionnait avec un nombre de FPS, ma foi, décent. Donc parfois vous verrez que c'est surprenant à quel point vous n'avez pas besoin non plus de la dernière carte graphique ou du dernier processeur pour arriver à faire tourner vos jeux. Ça dépend encore une fois de votre utilisation. Si vous êtes plutôt en solo, vous n'avez pas finalement besoin de faire rouler tout un peloton. En rallye, vous n'avez pas 15 bagnoles à charger. Donc pensez encore une fois à votre discipline, votre propre utilisation avant de choisir votre combinaison entre GPU et CPU. Erreur numéro 3, négliger la RAM. Alors là, attention, c'est peut-être, je pense, l'erreur sur laquelle il faut faire le plus gaffe. La RAM, c'est un peu comme le carburant dans votre voiture. S'il n'y en a pas assez, vous n'allez pas aller super loin. 16 Go. Honnêtement, ça peut encore passer, mais on peut vite être limité. Sur un iRacing par exemple, ça va pouvoir passer. Sur des jeux de simu-auto où vous allez plutôt rouler solo, ça va passer. Dès que vous allez arriver sur un jeu qui est de plus en plus populaire comme Le Mans Ultimate, c'est quand même souvent qui prend plus que 16 Go en RAM. Donc privilégiez d'avoir une 32. Une 64, honnêtement, c'est pas forcément nécessaire, c'est assez disproportionné. Le 32, pour moi, ça reste vraiment une référence lorsque vous voulez constituer un PC sim racing. Et ça va avoir un impact direct même sur vos performances et sur votre expérience de jeu. Je vais vous prendre un exemple. C'est le cas sur iRacing, c'est le cas sur Le Mans Ultimate et sur d'autres simulations. Quand vous rejoignez une session officielle, vous allez charger le circuit. Prenons l'exemple que vous devez charger la Nordschleife. C'est un très grand circuit, et donc vous allez mettre du temps à le charger. Avec 16 Go, honnêtement, vous allez galérer et mettre vachement de temps à le charger. Ce temps de chargement, quand vous rentrez en session, il vient grappiller souvent un temps d'essai libre qui est de quelques minutes. Sauf que le problème, c'est que ce temps de quelques minutes, vous allez souvent le dépasser et déborder sur votre qualification après, et c'est arrivé à beaucoup de joueurs, que ce soit sur iRacing, sur ACC, sur LMU. Encore une fois, c'est pas typique d'une simulation, c'est un cas général en sim racing, et donc, eh bien, vous allez vous retrouver à avoir un tour de qualif de moins que les copains, et là, typiquement, quand vous pensez qu'il faut aussi faire chauffer vos pneus, enfin, tous les paramètres que vous connaissez dans vos simu-auto préférés, ça peut être un peu rageant d'avoir le tour qualif en moins, de partir au milieu du peloton et de vous retrouver dans les échauffourées qu'on peut connaître quand on est au milieu de la pile. Côté RAM, il y a une autre RAM à laquelle on pense pas forcément et qui a un impact sur le stockage, c'est la DRAM à l'intérieur de votre SSD. Donc le SSD, votre disque dur super rapide. Aujourd'hui, vous utilisez que des SSD et pas des hard drive disques ou les HDD. Quand vous allez acheter votre SSD en NVMe, c'est ce que je vous conseille. Donc là, je rentre un peu plus
plus dans les paramètres techniques, je rentre pas trop en détail non plus dessus, mais lorsque vous allez choisir ça, la DRAM c'est un paramètre qui est important, notamment si vous êtes joueur sur LMU, parce que pour le coup, eh bien, il pompe pas mal de DRAM sur la mémoire, ça vous permet d'avoir un peu de cache dans la mémoire lorsque vous chargez le jeu, donc sur une fluidité de l'expérience, ça va là aussi pour le coup avoir un impact. Deuxième point, stockage sur la mémoire, toujours dans ce tips de ne pas négliger de manière générale votre RAM et votre stockage. Sachez que si vous êtes fan de rallye et que vous voulez installer Richard Burns, vous ne pouvez pas l'installer directement sur votre disque d'OS. Vous allez soit être obligé de diviser votre disque, ce qui est complètement faisable, mais ça, pensez à le faire avant d'installer et lorsque vous commencez votre PC, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis, ça m'est arrivé personnellement. Soit sinon, il va falloir que vous prévoyez eh bien, un second disque sur lequel vous allez pouvoir stocker Richard Burns Rally. C'est spécifique à cette simulation, mais je me suis dit que autant le savoir s'il y a des fans de rallye dans la salle. Et si vous souhaitez avoir d'autres tips, toutes les semaines je vous partage ma revue de presse et réponds à vos questions. Ça se passe sur mon Patreon. Je vous apprends même à piloter, on peut rouler ensemble et je vous partage tous les tips sur vos simus préférés, sur les combos de la semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dispo dans la description. Erreur numéro 4, oubliez la carte mère et l'alimentation. La carte mère et l'alimentation, c'est l'ossature de votre PC Sim Racing et pas mal les sous-estiment, mais pas pour les raisons auxquelles on croit. La carte mère, en fait, il y a un truc tout bête auquel on pense pas souvent et ça m'est arrivé à me poser problème, notamment quand vous avez une installation comme celle-là, parce que vous avez 4 écrans, vous allez devoir brancher votre volant, vous allez brancher votre pédalier, vous allez par exemple brancher une webcam si vous voulez streamer, un stream deck, un clavier, une souris, et là vous voyez le nombre de ports USB qui est en train de s'accumuler. Donc mon tip, s'il est très simple sur la carte mère, pensez à avoir une carte mère qui, pour le coup, a suffisamment de ports USB pour installer tout ce que vous souhaitez et avoir une carte mère qui soit suffisamment bien alimentée pour sinon acheter un bloc sur lequel vous allez pouvoir rajouter des ports USB sur votre PC parce que sinon ça va être une galère sans nom. Deuxième et dernier point plus général sur la carte mère, il faut qu'elle ait un bon VRM refroidi parce que le processeur, il faut qu'il soit à bonne température. C'est un peu comme dans votre voiture, la gestion de la température dans votre PC, c'est important. Ça vous permettra d'y mettre soit des ventilos supplémentaires, soit un système de water cooling, histoire de garder tout ça au frais. C'est important, ne le négligez pas. Si je passe à l'alimentation, pas de radinage sur l'alimentation, c'est clairement la sécurité pour votre PC. Pour éviter les instabilités, voire carrément de cramer un composant, prenez une alimentation modulaire. Vous trouvez le type sur n'importe quel guide PC que vous avez déjà vu, je le pense. Pour du moyenne gamme, ça va être du 750 watts par exemple. Après, vous allez chercher du 850, du 1000 pour aller avec des systèmes ou des GPU qui sont un peu plus costauds. N'hésitez pas à prendre le temps de consulter ça et à ne pas le négliger, c'est important. Erreur numéro 5, je vous en ai légèrement parlé tout à l'heure, sous-estimer le refroidissement et le boîtier. En sim racing, les sessions, elles peuvent quand même souvent durer, notamment lorsque vous commencez à faire de l'endurance, des 6 heures, des 12 heures, des 24 heures. Alors vous n'allez pas faire tourner votre PC pendant toute cette durée-là, mais pour le coup, c'est important de garder vos températures comme il le faut. Là-dessus, plusieurs tips qui peuvent paraître évidents mais essentiels. Évitez d'avoir votre PC dans un meuble ou d'avoir votre PC dans un coin de votre simulateur, trop proche d'un mur, des choses qui facilitent finalement pas l'airflow de votre PC. Alors maintenant sur les cockpits, selon votre rang de cockpit, vous allez avoir ces supports de PC que vous allez pouvoir poser derrière votre écran. Ça vous permet d'avoir une grosse aération au niveau du PC, de pas être forcément cantonné au sol. Ça peut être une bonne idée pour avoir un refroidissement optimal, surtout qu'il y a pas mal de déperdition de chaleur si vous utilisez des pièces métalliques, donc ça peut être sympa. Ça c'est un petit tips un petit peu plus poussé, mais voilà. Gardez en tête, n'allez pas enfermer votre PC, n'allez pas le mettre trop bas, n'allez pas le mettre là où l'airflow va être bouché. Et du coup, en conséquence, n'allez pas acheter un boîtier qui est trop compact. Un boîtier trop compact, c'est peut-être design, mais typiquement en termes d'airflow, c'est pas terrible. Vous allez être limité aussi dans ce que vous allez pouvoir mettre en système de refroidissement. Pensez donc à avoir de l'espace. Vous êtes de toute façon sur un simu, ça va prendre de la place dans l'appart ou dans la maison. Ne négligez pas ça sur votre PC. Dernier point sur le boîtier, pensez à checker que tous vos composants soient parfaitement branchés dans le boîtier. Si vous déménagez, ça a été mon cas, vous allez avoir votre
PC qui bouge, et à un moment donné, je me suis dit, bah mince, j'ai un problème sur mon PC, il démarrait mal, j'avais des coupures. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais une barrette de RAM qui était pas parfaitement sécurisée, et là, forcément, c'était problème sur problème. Donc, plutôt que d'aller dépenser et de vous dire, votre PC, il est foutu, pensez à faire un petit check. Si vous êtes dans un cas de déménagement, que vous bougez votre PC parce que vous changez votre installation, prenez le temps de l'ouvrir, de checker que tout est bien branché, ça vous fera faire des économies, et ça vous évitera la pénibilité de vous dire, mon PC est mort. C'est souvent pas le cas, c'est juste qu'il y a un petit truc qui est pas branché comme il faut. Erreur numéro 6, aller trop loin sur l'affichage et négliger le câblage. Je vous ai parlé de plein d'éléments différents. Il y a un élément sur l'affichage et sur vos écrans dont on parle souvent, c'est le temps de réponse de l'écran. On n'est pas sur Counter-Strike, vous êtes dans un habitacle, vous allez faire défiler l'écran, vous n'avez pas besoin tout d'un coup d'avoir un énorme changement de direction comme sur CSGO. C'est pas le cas en sim racing, donc des écrans qui sont en dessous, qui sont à partir de 5 millisecondes de temps de réponse, ça va suffire. Que vous ayez 5 ou que vous ayez 1 ou 2 millisecondes, vous n'allez pas foncièrement ressentir la différence. Même dans la communication visuelle entre ce que vous allez voir dans votre volant et ce que vous allez devoir afficher à l'écran, c'est un tips qui va peut-être vous être utile si vous êtes dans le top 0,1% des joueurs e-sport, mais pour 99% de la majorité des gens, vous n'allez pas y voir la différence. Donc allez pas cramer du budget sur deux écrans que vous allez comparer parce que l'un fait 1 milliseconde et l'autre fait 5 millisecondes. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il vaut mieux privilégier un bon taux de rafraîchissement encore une fois et cet aspect résolution rafraîchissement corrélé avec la carte graphique et le CPU comme on l'a vu tout à l'heure. Autre point sur l'affichage OLED. Pour aller plus loin, l'affichage OLED, c'est vrai, apporte de très belles qualités de couleur. Maintenant, sur des sessions très longues, il ne faut pas oublier que la dalle doit s'auto-nettoyer. Pensez à faire de la prévention si vous faites de très longues endurances sur iRacing pour pas tomber à un moment de procédure d'auto-nettoyage. À ce moment-là, votre dalle va s'éteindre, va se nettoyer, enfin voilà. Sur les anciens écrans, c'était plus problématique. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. J'évoque ce point-là parce que c'est des points de suspicion qu'il peut y avoir sur des points de fiabilité par rapport à ces écrans-là. Et puis, enfin, le dernier point, j'évoquais le câblage tout à l'heure. Le câblage, toujours par rapport à mon affichage, parce que là-dessus, il vaut mieux que vous privilégiez le câble DisplayPort par rapport au câble HDMI. Or, si vous êtes sur console, pour le coup, effectivement, vous devez avoir du HDMI. Et hors cas où vous voulez, comme moi par exemple, quand je stream Gran Turismo, j'ai forcément une carte d'acquisition qui va intégrer du HDMI et le PC qui va intégrer du display. Pensez à avoir les câbles HDMI et les câbles qui soient suffisamment de qualité par rapport aux différents ports que vous allez avoir entre votre GPU et votre écran. Il y a des normes là-dessus qui sont à savoir et à connaître, que ce soit en display ou en HDMI. Faites attention à ne pas prendre un vieux câble que vous avez par exemple en HDMI. Je l'ai fait personnellement et du coup ça m'a créé tout un tas de problèmes sur justement ma carte d'acquisition parce qu'en fait mon protocole HDMI n'était pas le bon entre ce que j'avais entre la Play, le PC et l'écran. Voilà, ça m'est arrivé donc je vous partage ça pour vous éviter là aussi ce moment pénible. Un petit achat sur les câbles, ça coûte pas non plus un bras. Mais pour le coup, ça vous apportera une certaine sérénité et vous assurera de la qualité de votre affichage et de communication entre les périphériques. Erreur numéro 7, jouer en Wi-Fi et ne pas penser au timing d'achat. Ça m'arrive souvent encore de voir beaucoup de joueurs qui débarquent en sim et qui veulent pas avoir un câble qui traîne dans toute la maison ou l'appart et qui vont jouer en Wi-Fi. Le problème du Wi-Fi, c'est que vous allez avoir des déperditions et lorsque vous êtes sur des serveurs en multijoueur, pour le coup, ça va augmenter vos risques de crash en termes de netcode, voire de carrément planter pendant la session et de vous faire sortir d'un serveur parce que le serveur n'arrive pas à communiquer suffisamment rapidement ou vous avez trop de déperditions, trop de ping en fait lorsque vous allez jouer. Évitez ça absolument, soit en ayant un câble Ethernet, soit une bonne vieille méthode que j'utilisais à l'époque quand je vivais à la campagne, c'était les prises CPL qui vous permettent d'avoir Internet par l'électricité. Ça vous permet d'avoir une prise que vous branchez à l'électricité, que vous connectez à votre box, une autre prise qui est un récepteur qui, elle, va être branchée sur votre multi où vous avez tous vos périphériques de votre simu, avec un câble Ethernet qui va jusqu'à votre PC. Et à ce moment-là, vous gagnez énormément en stabilité, donc pensez-y. Et sur le timing d'achat, là-dessus, c'est plutôt pour réussir à vous faire des économies. Lorsque vous achetez, essayez d'éviter les périodes de forte demande. Ça peut tomber effectivement sous le bon sens, mais les périodes de fin d'examen en général pour les cadeaux, pour les enfants, les ados, etc. sont souvent des périodes de forte demande, donc là le mois de juin, ou alors évidemment pour la fin d'année et les fêtes de Noël. Si vous achetez vos composants, si vous cherchez à monter votre PC, faire des économies, ça peut se
faire pendant l'été parce que les gens partent en vacances, il n'y a pas tant de demandes que ça, donc vous allez pouvoir économiser 10, 15, 20, 50, 100 balles parfois sur certains des composants. Si vous cumulez sur 3-4 composants, c'est vite parfois 150, 200 euros d'économiser. Autant les mettre dans votre simu ou pour acheter un périphérique un peu plus sympa ou du matos de sim racing, vous serez content de les mettre là plutôt que finalement de mettre tout dans le PC. Si vous êtes en pleine recherche ou en construction de votre PC, je vous ai listé quelques composants dans ma boutique Amazon, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça peut vous intéresser. Bonus, on n'a pas parlé budget pour vous donner un ordre d'idée. Alors, ça peut varier du simple au double au triple lorsque vous composez un PC. L'idée, ça va être de vous donner de grandes catégories pour que vous sachiez si vous pouvez basculer sur PC ou pas, ou au niveau upgrade. L'entrée de gamme, elle va se situer entre 800 et 1200 euros. Si je prends mon exemple, pour rouler sur iRacing, quand j'ai démarré en 2017, ça tournait iRacing Single Screen et Air Factor 2. J'avais un PC qui m'a coûté un tout petit peu plus de 1100 euros que j'ai monté moi-même avec un copain. Milieu de gamme, vous allez être entre 1200 et 1600 euros. Là, vous allez pouvoir commencer à attaquer la VR et faire tourner un triple screen. Alors peut-être pas du 240, la super dernière définition, mais en tout cas quelque chose de correct, en 27 pouces par exemple. Et puis après, au-delà de 2000 euros, vous allez être plutôt sur le haut de gamme. Vous allez grosso modo avoir à peu près tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez mettre 4-5 000 euros évidemment si vous cherchez le top du top du top de la performance. Mais en vous donnant cet ordre d'idée là en termes de budget, vous avez une bonne idée de est-ce que ça va vous durer ou pas, et surtout en fonction de votre profil, est-ce que ça peut vous correspondre ou pas. Si je résume en bref les points les plus importants qu'on a évoqués à travers ces 7 erreurs ou points qui peuvent être parfois négligés, oubliés, le GPU fait votre image, mais pensez à bien le corréler avec votre CPU parce que c'est lui qui va gérer le trafic et votre environnement autour, le calcul de la physique ô combien important en sim racing. La RAM, le SSD, de manière générale, la mémoire, pensez à ne pas le négliger, que ça concerne la RAM sur votre carte graphique, que ça soit la DRAM sur votre SSD ou que ça soit la RAM tout court d'ailleurs, à penser à du 32 plutôt que du 16, et puis tous les détails qui peuvent parfois améliorer la performance de votre PC, un bon câblage, etc. Constituer un PC sim racing, ça peut prendre du temps, donc pensez à le prendre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos propres tips de vos propres expériences dans les commentaires. On est là justement pour enrichir et aider la communauté. J'espère que ça vous aura aidé à constituer votre PC sim racing ou à le faire évoluer si vous êtes en plein processus d'évolution ou d'arrivée sur PC parce que vous venez de la console. Si vous êtes déjà installé et maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, je vous propose ici la playlist avec le guide des jeux afin de les optimiser maintenant que vous avez votre PC. Et si vous avez besoin de vous équiper en matos de sim racing ou vous cherchez à faire des économies, n'hésitez pas à consulter, il est juste là, le guide sur le matériel d'occasion.